Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la page de Sama Ben Abdallah. Aujourd'hui, on a une belle occasion, c'est une belle interview qu'on vous propose avec Monsieur Patrice Baumel, l'actuel sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Bonjour Patrice. Bonjour Badr, comment vas-tu? Ça va, merci, très bien. Et toi, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Tout se passe très bien, c'est la saison des pluies, tu vois, donc il y a même des inondations sur Abidjan ce matin, mais sinon tout se passe bien, ça va. Super, super. Et la santé, ça va, c'est ce qui compte en ces temps bien pénibles. La famille en France va bien, les amis un peu de partout dans le monde vont bien, Dieu merci. Puis on a hâte de sortir de cette épidémie pour qu'on puisse à nouveau vivre normalement dans la vie de tous les jours, puis bien sûr dans le football. Très bien. Bah, le public marocain te connaît surtout pour le rôle que tu as eu au niveau de la sélection nationale, ton rôle d'adjoint auprès d'Hervé Renard. Aujourd'hui, bah, tout d'abord, félicitations pour ta nomination au poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Bon, bah, Merci. c'est c'est, euh, c'est un beau challenge qui t'attend. C'est un Oui, pays avec lequel tu as gagné la CAN avec Hervé par le passé, avec une très belle prestation. Quelles sont aujourd'hui tes ambitions et quelles sont tes impressions sur ce retour? ben déjà, avant de parler de l'actualité en Côte d'Ivoire, merci de me donner la parole. Et puis, je voudrais saluer tout le peuple marocain, tous les supporters marocains, avec qui j'ai passé quasiment 4 années merveilleuses. Donc, un grand merci pour ce soutien permanent et qui m'a fait chaud au cœur. Vraiment, ça m'a laissé une grosse empreinte et c'était vraiment un honneur de travailler et de représenter ce pays. Oui, donc l'actualité ici, ben, je suis arrivé au mois de mars. Et puis, ben, malheureusement, lorsque je suis arrivé, j'ai pu travailler 10 jours. J'ai vu pas mal de matchs nationales de Côte d'Ivoire. Et puis, ben, un peu comme de partout dans le monde, il y a eu cette épidémie qui a frappé. Et du coup, pour des obligations sanitaires, les activités sportives et les rassemblements se sont arrêtés. J'avais pu commencer un stage avec les U20 aussi, pendant 4 jours à Bingerville, au centre technique. Et puis ça s'est arrêté. Donc j'ai souhaité rester. Mon président ici et les dirigeants m'ont demandé si je voulais rentrer en France ou rester ici. J'ai préféré rester parce qu'il y avait, me semble-t-il, beaucoup de travail. Et même s'il n'y a pas d'activité, de stage, de regroupement, de match actuellement, ça fait plus de 3 mois que je bosse au quotidien à la Fédé avec mes collègues, avec le staff des A, des autres catégories. Donc voilà, je me suis fait un quotidien, j'ai mes bureaux à la Fédé, je bosse au quotidien, suivi des joueurs. Là, les championnats ont repris en Europe, donc ça me permet de voir beaucoup de matchs, d'appeler les joueurs, de faire mon boulot. Très bien, super. Comment tu as vu justement, maintenant que tu as pu voir beaucoup de matchs justement peut-être du championnat local ou de l'évolution du football ivoirien, comment tu valorises en fait l'évolution de ce football-là? C'est un grand pays de foot, ça tout le monde le sait, mais comment Mhm. tu valorises l'évolution du joueur ivoirien par rapport à quand tu l'as laissé il y a quelques années? Je dirais que c'est un petit peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que le championnat a un gros réservoir de joueurs. La seule problématique, si je peux me permettre de dire que c'est une problématique, c'est que le joueur qui va intégrer les clubs de première division, s'il performe au bout de 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois maximum, très souvent, il y a des réseaux pour les envoyer en Europe. Et les joueurs ivoiriens il y a une grosse diaspora du ivoirien. Aujourd'hui, à répertorier, et je vais peut-être me nombre, mais il y a près de 150 à 200 joueurs qui sont à travers le monde. Peut-être il y en a même plus que je ne connais pas encore. Et donc, il est difficile de pouvoir suivre le championnat local sur de la continuité comme on peut faire peut-être au Maroc, où sur 1, 2 saisons, le joueur est bon, et puis au bout de 1, 2 saisons, il s'en va. Ici, s'il est bon au bout de quelques mois, le club souvent le fait partir en Europe. Donc, c'est pas évident. Par contre, il y a une grosse richesse de renouvellement. Et du coup, le joueur qui part, ben, il y a la place qui est prise par un nouveau. Et donc, voilà, c'est un gros travail à faire. Moi, je souhaiterais, c'est mon rêve hein, ici, c'est de pouvoir rendre le championnat ici
peut-être un petit peu plus attractif, garder les joueurs sur quelques saisons et du coup, le réel niveau du joueur ivoirien serait plus représentatif. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les grands clubs ne vont plus faire des finales de Ligue des Champions. Voilà, ils y sont plus. Parce que dans la saison, j'ai parlé avec beaucoup de coachs. Dans la saison, le coach ne peut pas avoir son effectif au complet. À la mi-saison, il y a quelques joueurs qui s'en vont, et puis à la fin de saison, de nouveau. Donc, c'est très, très difficile de faire une saison avec la même équipe. Oui, donc effectivement, c'est un gros vivier en termes de football local. Oui. Dans quelle mesure est-ce que tu peux le comparer par rapport à ce que tu as pu voir comme évolution au Maroc? Est-ce que au Maroc, c'est vraiment en termes d'infrastructure qu'on est avancé ou est-ce que là-bas, il y a des choses qui se mettent en place parce qu'il y a il y a la Coupe d'Afrique qui va être organisée bientôt? Est-ce que dans cette optique-là, il y a un dynamisme pour justement créer, valoriser en fait le joueur africain et le joueur ivoirien par la même occasion? Et je dirais, ce qui m'a marqué, moi, au Maroc, c'est très, très agréable parce que depuis 2008, j'étais en Afrique et je me suis rendu compte que les clubs marocains, malgré tout ce que les gens peuvent dire, ils sont très bien structurés, professionnalisés, je trouve. Il y a une entité, c'est-à-dire que le joueur qui appartient au club, on sent vraiment qu'il y a une grosse emprise, notamment dans les gros clubs populaires du Maroc, le Wydad, le Raja. Aujourd'hui, on peut voir que Berkane est devenu quand même un club très très bien structuré, Agadir, et j'en oublie, El Jadida, Tanger, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des grands clubs historiques comme la SEC Mimosa, l'Africa, le Racing, et j'en oublie. Mais je dirais qu'il y a, le joueur n'a pas le temps de vraiment avoir l'étiquette du club. C'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il appartient à la SEC, il va faire une belle saison maxi, puis hop, très souvent il s'en va. C'est ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai qu'au Maroc, les infrastructures sont merveilleuses. Les structures au centre d'entraînement, je crois que la Fédé a montré aussi la voie, puisqu'aujourd'hui, quand on parle du centre technique national de Mahamora, lorsque je suis arrivé en 2016, il était un objectif d'être rénové et carrément renouvelé. Et puis, j'ai pu un peu y contribuer. J'ai apporté ma pierre à l'édifice avec Nasser Largué et puis tous les dirigeants. On a fait un projet magnifique de ce centre qui, aujourd'hui, pour moi, c'est dans le top 10 mondial, pas africain, mondial. J'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser lors de la préparation de la CAN 2019. C'est un outil merveilleux. Les stades, on a pu jouer à Tanger, on a joué à Rabat, à Casablanca, à Agadir, on a joué à Marrakech. Voilà, aujourd'hui, sincèrement, le Maroc, c'est ce qui se fait de mieux point de vue infrastructure avec l'Afrique du Sud. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Oui, et C'est magnifique. oui, et ça se traduit par les résultats, notamment avec la belle aventure que vous avez eue avec l'équipe nationale A, l'équipe nationale locale aussi qui s'est imposée au niveau de la CHAN. Au niveau des équipes de jeunes aussi, il y a eu des succès. Les clubs aussi, parce que les clubs arrivent en finale des trophées africains assez régulièrement maintenant. Donc oui, ça se répercute. Je voulais surtout, je voulais revenir en fait par rapport à ton parcours, parce que les gens en fait ne connaissent peut-être pas l'histoire de Patrice Baumel avant d'être adjoint d'Hervé Renard. Parce que bon, vous avez partagé beaucoup d'expériences professionnelles ensemble, que ce soit en Zambie, que ce soit au LOSC, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Maroc. Et moi, je voulais un petit peu que tu nous dises comment est venue ton évolution dans un premier temps vers le football professionnel et aussi vers ce rôle d'entraîneur et qu'est-ce qui te motive en fait dans ce métier-là? Mais c'est très simple, j'ai toujours aimé le football depuis tout petit. J'ai démarré comme tout enfant en Europe. J'ai démarré dans les clubs. Je crois que j'avais même 4-5 ans que j'avais déjà démarré le football dans les clubs. Donc j'ai toujours été passionné par ce sport, bercé par une famille de joueurs de foot d'un bon niveau. Mon père a été joueur d'un bon niveau dans le sud de la France. Il a même été entraîneur, niveau au sud de la France régional. Et donc j'ai été bercé par ce métier-là. Et je me suis rendu compte que, outre le fait d'aimer jouer au football, j'avais cet ADN en moi d'entraîner. C'est-à-dire que très, très rapidement, je
je me suis rendu compte que j'étais proche de mes coachs. J'essayais de comprendre ce qu'ils nous faisaient faire à l'entraînement, les problématiques qu'ils essayaient de nous mettre en place pour progresser. Chaque saison, je le dis très souvent comme exemple, j'achetais puis je notais un coach à 12-13 ans. Et j'ai su très rapidement que même si j'étais un bon joueur, je pense que j'aurais pu faire carrière dans le métier parce que j'étais quand même un bon joueur. J'ai vraiment été attiré par ce métier d'entraîneur. Et lorsque je faisais mes études, mon père m'a dit, tu ne vas pas faire ou les études ou le foot, tu vas faire les deux. Donc très rapidement, mes parents m'ont programmé à être bon à l'école et au foot. Donc j'ai intégré le club phare du sud de la France, là où j'étais, dans le Gard, Nîmes Olympique. J'ai joué avec les catégories 15 ans nationaux, 17 ans nationaux. J'ai intégré le centre de formation, mais mes parents me demandaient de continuer les études aussi. Il ne fallait pas faire un choix. Donc j'ai continué. Voilà, j'ai continué. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit j'ai choisi les études. Moi, je n'ai pas choisi, j'ai fait les deux. Et donc, j'ai eu mon bac et puis je suis parti à la fac de sport à Montpellier et je continuais le centre de formation à Nîmes. Donc, je m'entraînais et en même temps, j'allais faire des cours. Et c'est vrai que c'est pas évident de se, mais j'ai essayé de faire autant que faire se peut de mon mieux. Et puis, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai commencé, même si j'étais au centre de formation, à 17-18 ans, j'étais déjà entraîneur des U6, des U8 de Nîmes Olympique. Ça a continué. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. À 20 ans, j'avais le brevet premier degré. Et puis après, j'ai continué. J'ai passé mes diplômes de prof de sport. Et j'ai eu le BE2, le deuxième degré. Et puis tout naturellement, à 24 ans, il me semble, 24-25 ans, j'ai dû faire le choix d'entraîner ou de jouer. Et puis j'ai eu cette proposition dans mon club formateur de Nîmes d'être adjoint de Régis Brouard, avec qui j'avais pu plus jeune m'entraîner, puisque lui était déjà avec les pros, il était plus âgé que moi. Et puis ça a démarré comme ça. C'est tout naturellement que je suis devenu entraîneur adjoint où j'ai passé mes diplômes de préparateur physique. Et voilà, j'ai un choix du savoir. Je voulais apprendre des choses sur le métier d'entraîneur et avoir une vision globale. C'est-à-dire entraîner la partie technique. J'avais mes diplômes d'entraîneur, mais également, je voulais connaître la préparation physique, l'analyse vidéo. J'essayais de prendre tout ce que pouvait m'offrir le haut niveau. Voilà, j'ai fait 3 saisons à Nîmes adjoint, où je faisais adjoint en préparateur physique. Je faisais aussi le retour des blessures. À l'époque, il n'y avait pas, les premières années, il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens de but. Je faisais aussi entraîneur des gardiens de but. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses jusqu'au jour où, sur le recyclage d'entraîneur, puisque tous les 5 ans, on doit faire des recyclages d'entraîneurs à Clairefontaine, on avait l'habitude de jouer contre avec Hervé, puisque lui, à l'époque, était entraîneur à Cherbourg. Et donc, on s'est vu sur un stage. Et puis, on va dire que la mayonnaise a pris tout de suite et on s'était promis un jour de travailler ensemble. Et lorsque j'ai fini mon mois, Hervé finissait sa CAN en tant qu'adjoint au Ghana avec Claude Leroy. Il a eu la proposition de la Zambie, rentre en contact et puis l'aventure a démarré en 2008, avril 2008 avec la Zambie. Voilà. C'est un exploit unique ce que vous avez réalisé avec la Zambie quand même, parce que personne ne vous attendait, personne, mais vraiment personne. Et c'est une révolution, moi je trouve, dans l'approche, disons, africaine du football, quelque part, parce que vous avez démontré qu'on pouvait gagner ce trophée sans star, chose qui, de par l'histoire de ces compétitions continentales, n'arrive pratiquement jamais. Ou bien ces équipes-là, c'est-à-dire moi ce que je trouve impressionnant, c'est d'un côté la réussite au niveau de la préparation physique, la réussite au niveau tactique, parce que l'approche tactique de chaque match et la discipline des joueurs sur le terrain, moi j'en ai un souvenir, ils bougeaient comme un seul homme, c'était impossible c'était un bloc, et vous avez réussi à les souder ensemble autour de cette idée-là, et aussi mentalement, c'est-à-dire que réussir à transformer des joueurs qui n'avaient encore jamais gagné à ce niveau-là, de les transcender pour pouvoir justement se dépasser. Alors bon, la question que tout le monde va se poser, c'est quoi la recette? C'est quoi le secret? Comment on fait tout ça? La recette, déjà, si tu regardes l'histoire de la Zambie, c'est un événement dramatique en 1993 avec le crash de cet avion à Libreville d'une génération à nord qui avait
tout pour aller au mondial des États-Unis en 94. Donc, et le Maroc est parti à la place, entre guillemets. Voilà. Donc, je dirais que la Zambie, c'est un pays méconnu, mais qui gagne à être connu, non seulement d'un point de vue pays lui-même, c'est un peuple merveilleux, un très beau pays, avec des gens magnifiques. Point de vue football, c'est un peuple de football. Si tu regardes dans le passé, ils avaient fait des finales dans les années 90, justement, 70, avec des belles générations. Kalusha Boyla, qui était notre président, c'est un homme merveilleux qui a été ballon d'or africain en 88, qui a été président, qui a été sélectionneur, qui a été… Pardon, 2 secondes. Je suis en interview. Je vous vois après, professeur. Ah, bon, on s'appelle. Très bien. Merci, professeur. Pardon, hein. Donc, je disais que Kalusha Boyla est un homme qui porte ce projet à la base. Lorsque nous, on arrive en 2008, Kalusha avait été joueur, puis capitaine. Après, il a été DTN, il a été entraîneur, il a été ensuite président, et c'est là où on arrive. Et donc, il présente un projet avec des joueurs qu'il connaît déjà. Et nous, lorsqu'on a… on parle de langage. Donc, ça facilite la chose et on se rend compte qu'il y a de la qualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé en Zambie parce que on avait une proposition de job. On est allé en Zambie parce qu'on savait qu'il y avait quand même un réservoir de joueurs. Par contre, on partait de très loin. On était 95 mondial à l'époque. Il ne passait plus un tour de Coupe d'Afrique depuis les années 90, justement. Donc, c'était très dur. Mais par contre, on s'est installé au pays. Et la recette, c'est comme tout. Hein. Si tu demandes aujourd'hui à Messi ou à Ronaldo, aux meilleurs joueurs, ils te disent quoi? Il y a le talent, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et, et ça a été beaucoup de travail, des détections à travers tout le pays, suivre le championnat local, donner confiance aux joueurs aussi, leur montrer qu'ils pouvaient y arriver, parce que ça aussi, lorsque je me souviens, on se retrouve en 2009 à jouer au Caire face à l'Égypte, qui vient de gagner 2 Coupes d'Afrique, qui gagnera celle de 2010 aussi, et là-bas, à l'époque, on fait un partout au Caire face à 80 000 personnes avec des gamins qu'on venait juste de découvrir. Donc, je dirais que ça a été, tous les éléments étaient là, il y a eu beaucoup de travail et puis le discours qu'on a mis en place, des garçons qui ont adhéré, voilà, qui ont adhéré et sur 3-4 ans, tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Tu travailles bien, tu jouis de malchance parfois. En 2010, on fait la CAN en Angola, on perd au tir au but contre le Nigeria. Mais dans notre poule, Badr, à l'époque, tu avais le Cameroun, le Gabon et la Tunisie. Donc normalement, si tu regardais, on devait finir dans les pronostics, la Zambie sortait et on finit premier de poule déjà en 2010. Tu finis premier de poule, tu joues le Nigeria et tu dois les gagner. Tu perds au tir au but. Donc on rentre, voilà, pas de chance. Mais c'est en 2010 et tu continues de travailler et en 2012, tu récoltes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment le message, c'est que… Vas-y. Non, je t'en prie, tu disais le message. Non, mais le message, comme tu dis, on a peut-être inspiré certaines nations. C'est que, regarde, le Burkina Faso, en 2013, ils font une finale de Coupe d'Afrique. Ça a inspiré des nations a priori en dessous, comme faisait partie la Zambie, de deuxième série, on va dire. Ça a inspiré certaines nations de dire, si la Zambie l'a fait, on peut le faire. Et c'est de se dire, on travaille sur la continuité avec un effet groupe. Et c'est ce qui, je pense, a fait la différence à un moment donné. C'est que pour aller au bout, il te faut du talent, mais beaucoup de travail et puis un esprit groupe. Et ça, c'est notre ADN. Pendant toutes ces années avec Hervé, ce qu'on a réussi, c'est créer des groupes. Justement, je voudrais mettre en parallèle ce que tu dis avec ce qu'il y a eu au Maroc, parce que quand vous récupérez l'équipe nationale en 2016, c'est bien ça? Ou en 2016, c'est ça? Oui, 2016, en avril 2016, notre premier match. Premier match 2016, donc vous avez votre premier match, c'est le Cap-Vert, si je ne me trompe pas. L'équipe, elle sort un peu d'une situation, je ne vais pas dire compliquée, parce qu'on a fait quelques victoires, on a fait, je pense, une victoire et un match nul dans ces éliminatoires avant que vous arriviez, propre à ces éliminatoires, mais disons, en termes d'ambition, en termes de confiance, en termes d'organisation,
cette équipe était un peu à la dérive. Je ne vais pas dire qu'on était nuls, parce que c'est pas le cas, parce qu'on était quand même, il y avait quand même une petite assise qui avait été faite par les coachs, mais entre la période avec M. Rachid Taoussi et celle ensuite avec Badouzaki, qui en réalité fait un peu le tampon en attendant votre arrivée, parce que c'est dans cette optique-là que le Maroc a vraiment, je pense qu'il y avait une volonté de vous mettre dans les meilleures conditions pour arriver et que ça s'est fait dans ces conditions-là. Donc je voulais savoir comment vous avez trouvé, enfin toi et Hervé, l'état d'esprit de l'équipe. Et bon, après, c'était quoi le discours que vous aviez avec les joueurs dans un premier temps, voilà. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on arrive, moi, dans ma philosophie, je me dis, c'est un pays, une fédé, une équipe en reconstruction. C'est-à-dire qu'on ne part pas tout en bas. On est en phase ascendante. C'est mon avis. Quand je regarde les résultats, j'ai eu la chance d'avoir Mounir Obadi avant de venir, puisque je l'ai eu au LOSC avec Sofiane Bouffal. Mais Mounir me disait avant, puisqu'on parlait quand il partait en sélection, oui, il y a un groupe, il y a quelque chose, il y a une dynamique. Donc déjà, de toujours remercier les prédécesseurs parce qu'ils ont mis en place, c'était leur choix, hein, on ne va pas parler de leur choix, on parle de leur philosophie. Ils nous ont donné un héritage, on n'a pas hérité d'une équipe à la don. C'est pas comme si une équipe a perdu les 2 matchs et qu'il faut changer quelque chose. Donc je sentais que la fédération, le pays en lui-même, était en phase de reconstruction. Pourquoi? Parce le Maroc devait organiser la Coupe d'Afrique 2015. Et au dernier moment, ça ne se fait pas pour des raisons d'Ebola, de tout ce que tu veux, ça ne s'est pas fait. Et forcément, ça paralyse une équipe nationale qui ne participe pas à un tournoi majeur. Peut-être que le Maroc organise la CAN 2015, peut-être qu'elle la gagne, parce qu'à la maison, il y a toujours une ferveur, il y a toujours quelque chose, et que peut-être qu'on n'y est jamais au Maroc. Tu comprends? Donc ça, c'est l'histoire, c'est les opportunités. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis conscient qu'on n'hérite pas d'une équipe au top, parce qu'il faut ramer, il faut travailler. Par contre, on hérite d'une équipe qui est en phase de se lancer. Maintenant, l'amorçage est lancé, maintenant, il faut y aller. Et quand tu vas jouer au Cap-Vert à l'époque, en avril 2016, le Cap-Vert est numéro 1 en Afrique. C'est l'équipe 1 en Afrique. Donc, on a une double rotation contre le. Et le premier match se joue à Praia, là-bas, au Cap-Vert. Et on va gagner, me semble-t-il, 1-0. Et puis le match retour à Marrakech où on gagne 2-0. Et puis ça y est, on est qualifié pour la CAN. Et c'est parti. Donc le secret, c'est quoi? Je vais être honnête avec toi, c'est garder notre ADN, le travail avec Hervé, et puis surtout être juste. C'est-à-dire que je pense que si tu interroges la plupart des joueurs qui sont passés avec nous, au Maroc ou ailleurs, c'est que ce qu'on faisait, on essayait d'être juste et qu'il n'y avait pas de passe droit. Je crois que dans notre métier, si tu fais des passes droits à quelqu'un et pas un autre, et ci et ça, tu te fragilises. Donc, globalement, sur les quatre années quasiment qu'on est resté, on a essayé d'être droit dans nos baskets et être juste sur qui choisir. Et puis, une fois qu'on choisit ce groupe, on donne notre pleine confiance. La Coupe d'Afrique 2017, il nous manque. Si tu regardes, on n'a pas Bouffal, on n'a pas Ziyech, on n'a pas Hakimi, et j'en oublie certainement. On n'a pas tous ces joueurs qui sont blessés. Ils sont blessés au choix de l'entraîneur. Et tu passes un premier tour et tu sens qu'il y a un groupe. Et en fait, si tu veux, je pense que le secret, c'est qu'on a toujours su préserver ce groupe, tu vois, et réinjecter des énergies nouvelles pour qu'on soit toujours compétitif. Et puis, pour aller dans un objectif, c'est d'aller faire un mondial. Parce que si on était venu, c'était de dire on part de loin, mais on a le mondial en vue. Et puis voilà, et puis des joueurs qui ont toujours répondu présent. Parce que voilà, sincèrement, j'entends beaucoup de critiques, mais moi, cette équipe, je l'ai aimée. Et il y avait un réel groupe. Je me suis senti bien dans cette équipe. Quand je dis équipe, c'est les joueurs, le staff et la fédération. On faisait qu'un. On faisait qu'un. Moi, j'ai vu des retours de match après le président heureux d'avoir gagné et tout le monde était heureux. J'ai vu des retours d'Abidjan quand on s'était qualifié pour le mondial ici, c'était magique. Mais j'ai des frissons parce que on sent que la communion, elle est celle de tout un peuple, tu vois. Et je pense que vous avez su réconcilier en fait cette équipe avec le public et réconcilier en fait les Marocains entre eux, je dirais.
Parce que Ah, mais j'ai une anecdote énorme. C'est que on fait notre premier stage en 2016, en avril 2016, on fait notre stage à Marrakech et on était à comment c'était à l'hôtel du Golfe, il me semble, où on était par là. Et donc on fait notre de la préparation et Palmeraie, le c'est ça? bus, ouais, on était à la Palme, au Jardin d'Inès, nous étions. Et le bus vient nous prendre et on part à l'aéroport. Donc on traverse toute l'avenue Mohamed VI jusqu'à l'aéroport. Et là, le bus traverse et il n'y a pas un Marocain qui nous dit, qui nous encourage. Il n'y a rien. On arrive à l'aéroport, personne. Et moi qui ai fait la Zambie, qui a entraîné la Zambie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, j'ai aussi entraîné en Algérie. Dès que l'équipe bouge, les gens aiment leur équipe. Et là, je voyais, mais on était comme des étrangers. Et je dis waouh, waouh, waouh. Et je dis à Mustapha Hadji à l'époque, Mousse, on part de loin là, hein, parce que là, le public nous boude un peu, quoi. Et donc, on va gagner à Praia, au Cap-Vert. On revient, on atterrit à Marrakech. Je te promets, il y a 2 supporters qui sont là avec le drapeau du Maroc, la photo de Sa Majesté Mohamed VI. Ils ouvrent le bus et ils donnent 3 bouquets de fleurs. Un gros bouquet à Hervé, un bouquet à moi et un bouquet à Mustapha Hadji. 2 supporters. Je dis waouh, waouh, waouh. Et donc ça, on est en mars 2016. On arrive le 11 novembre 2017, soit un an après, on se qualifie pour le mondial, on revient à Rabat et tu avais 20 ou 30 000 personnes à l'aéroport et c'était 3-4 heures du matin, tu vois, et là, tu vois, j'ai des frissons, je me dis, Bah, j'y étais, voilà, hein, ça c'est pour savoir. c'était énorme, 30 000 personnes à 4 heures du matin. Et puis voilà, donc ça c'est la sensation pour un entraîneur et un joueur de dire, voilà, nous sommes partis d'un point A, nous sommes arrivés au point B. Et aujourd'hui, quand je croise des Marocains, ça me rappelle moi petit, quand je regardais l'équipe de France, quand j'avais 5-6 ans, qui était au Mondial 86 à Mexico, j'avais des posters de l'équipe. Et bien écoute-moi, j'ai croisé plein d'enfants marocains qui me disaient, j'ai à nouveau, voilà, j'ai des posters dans ma chambre de l'équipe du Maroc, j'ai des posters de joueurs marocains. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Donc, C'est un rêve, c'est c'est un rêve. ça. C'est ça. Moi, en tant que Marocain, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Les Coupes du Monde, j'en ai connu deux. Une où j'étais très jeune, en 94, et C'est ça. celle-là. Donc pour moi, c'est un exploit historique. Et bon, j'espère qu'on pourra en faire des Coupes du Monde, pas dans 20 ans, mais bien avant, parce que ça voudrait dire que j'en connaîtrai pas beaucoup dans ma vie, si ça continue Non, comme mais ça. j'espère que même dans un an et demi, Oui, vous bah y oui, serez. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est le but, mais c'est juste pour dire que, en fait, j'ai vu l'évolution et en fait, j'ai aimé, moi, ce que j'ai surtout aimé dans ce que vous avez apporté à l'équipe, c'est de l'organisation, de l'ordre sur le terrain et en dehors, et un état d'esprit. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir comment, parce que c'est la première fois que vous étiez confronté à l'équipe marocaine qui, elle, est constituée de joueurs qui sont à la fois locaux, qui ont Mhm. grandi avec des cultures différentes, mais qui partagent l'amour du maillot, effectivement, qui parlent des langues différentes. C'est intéressant de se dire comment on arrive justement à les fédérer autour d'une idée commune et autour d'un projet commun, au-delà, bien sûr, de la carrière individuelle de chacun d'entre eux, qui, pour être très honnête, ils ont tous pratiquement fait des super carrières et qu'il y en a qui sont Mhm. encore en cours, qui vont encore progresser et grandir, mais menés par justement par Benatia, essayer de comprendre un petit peu comment vous avez fait ça et sur qui vous avez pu compter au sein du groupe en fait pour fédérer, parce que je pense que ça a été clé par rapport à ce succès-là. Mhm. C'est simple, tu as bien résumé. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était une grosse richesse culturelle d'avoir dans ton équipe des Marocains du pays, des Marocains d'Espagne, de Portugal, de France, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, certains d'Italie. Donc, tu avais 7, 8 nationalités, histoires différentes, mais au service national. Et pour tout te dire, parce que j'ai entendu beaucoup de choses au sujet de nos joueurs, euh, j'ai vécu, je te promets, on n'a jamais eu de problème majeur. Ce sont la plupart des jeunes joueurs. Donc, ils ont droit des fois à faire des petites bêtises, mais sincèrement,
ce que j'ai aimé dans ce groupe, c'est que lorsqu'on disait, les gars, on est au boulot, ça bossait. Et ça bossait tout le temps. Et celui qui arrivait avec un état d'esprit un peu en dessous, le groupe arrivait à le prendre avec. Et donc, tu l'as bien dit, moi, j'ai beaucoup aimé la qualité humaine des mecs. Je regarde des fois, tu sais, pour juger la personne, tu ne vas pas la juger que sur la qualité du joueur sur le terrain, la qualité humaine. C'est ce qui reste. Et on a des bons mecs, je te promets, des bons mecs. Et souvent, moi, j'ai cru entendre des histoires qui se créaient, mais c'était faux. C'était faux. C'était ou des petites choses qui étaient. Mais j'ai jamais avec la du Maroc. Benatia était un capitaine extraordinaire. Il y avait la hiérarchie, c'est-à-dire que tout le monde jouait son rôle. Manu Dacosta, qui a une grosse personnalité, était peut-être aussi un leader de groupe. Et il s'exprimait. Il n'avait pas besoin d'avoir le brassard pour s'exprimer. Faisal Farj, qui s'exprimait à sa façon. Nabil Girard, Nordin Amrabat, Boussoufa, qui était vice-capitaine aussi avec Karim El Hamadi. Voilà. Donc, si tu veux, on a observé ce groupe vivre et chacun a pris sa place comme un Tetris. Tu sais, le jeu Tetris, ça s'emboîte. Oui. Eh ben, c'est fait un peu naturellement. Ouais. Des fois, il a fallu un peu driver. Et puis, je pense que notre force, c'est que les joueurs ont vu qu'il y avait un boss qui était Hervé, un sélectionneur avec du charisme, une grosse personnalité, et un staff qui aime quoi? Qui aime l'ordre, qui aime la discipline, qui aime aussi la discipline envers elle-même. De dire la plupart du staff aller faire son sport le matin. Voilà. Donc, c'était un groupe qui vivait bien. Et je dirais vraiment, j'ai un peu le sentiment que parfois, on n'a pas été jugé à la juste réelle valeur de cette équipe parce que on a vécu de belles choses. Si tu regardes ce qu'on a Non, vécu, c'est… franchement, je pense que on va dire l'incompréhension ou le malentendu, il est peut-être lié à, à l'ambition, peut-être des fois démesurée. C'est-à-dire que au vu de la progression qu'on a eue sur les 4 ans, c'est légitime, et j'en fais partie, et on en avait parlé une fois, si tu te souviens, que cette équipe-là, pour parler de la Coupe du Monde, bah, elle a présenté un niveau qui est très très élevé. Que ce soit avant, dans les matchs de préparation, les 2 matchs que vous avez fait contre, je crois, l'Estonie et l'Ukraine, si je ne me trompe pas, c'est ça? La Slovaquie, Estonie, Ukraine, c'est ça? Les matchs que vous avez fait avant. Forcément, ouais. Mais Ah ça ouais, tout faisait, à en fait. fait, ça faisait depuis, on va dire, allez, depuis ce match, allez, on va dire carrément depuis le match contre le Mali, tu vois, où vous gagnez 6-0, que cette équipe, elle est sur un nuage, en fait. Et tactiquement, moi, Tu as raison. C'est un élément déclencheur. Je pense que le 6-0, en fait, tu passes le premier tour à la CAN quand justement tu gagnes ton match, but d'Alioui de Rachid en Coupe d'Afrique 2017. Tu gagnes ça. Derrière, tu n'as plus trop de matchs. Et puis, tu laisses passer l'été et tu reviens. Et en septembre, tu joues le Mali. Et là, c'est septembre ou octobre, tu joues le Mali. Et là, c'est un match hyper important. Hyper important. Et tu joues à Rabat et tu gagnes 6-0. Et en fait, tu le gagnes parce que c'est toi qui fais les choses. On a montré aux joueurs, il y avait un pressing, il y avait, il y avait des choses fixes. Et tu vas à Bamako, tu reviens, tu dois gagner, et puis tu fais 0-0, mais voilà. Et tout ça, en fait, te donne une énergie pour avancer. Et puis tu te rends compte que, waouh, si tu gagnes le Gabon chez toi, tu vas aller à Abidjan pour te qualifier à une Coupe du Monde, les mecs. Et en fait, chaque pas, on se dit, mais on peut le faire, mais on peut le faire, mais on va le faire. Et voilà, et quand tu vois, j'entends souvent dire, ouais, cette équipe, elle ne marque pas de but. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où tu veux marquer, tout le monde veut marquer, mais tu marques 6 buts contre le Mali qui reste une grosse nation, tu en marques 3 contre le Gabon, tu marques contre 2 à la Côte l'Espagne, d'Ivoire, 2 à la ouais, Côte de la d'Ivoire, Côte d'Ivoire, tu marques contre là-bas. l'Espagne, voilà. Et en plus, par Euh, rapport à l'Estonie, 3 buts, la Slovaquie, 2 buts. c'est Voilà, ça, donc, euh, tu vois. Et puis après, pour cette dernière CAN de 2019, tu gagnes tes 3 matchs, certes, difficilement, parce que c'est une mission facile, mais tu gagnes 1-0, 1-0, 1-0. On prend sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, on prend 0 but. On est la seule équipe au monde à ne pas avoir pris de but sur les éliminatoires d'une Coupe du Monde, si tu peux regarder.
Donc voilà, Ouais, donc ouais. tu te dis, voilà. Après, mais rien n'est parfait. Tu regardes la France qui gagne la Coupe du Monde 2018, eh ben, ça ronronne tous les premiers tours, et puis au bout, ils y sont. Mais c'est pas non plus, ils ont pas assis leur niveau de jeu. Mais ils la gagnent parce qu'ils restent cohérents, solides, organisés, et puis avec des talents de Concentré. génie, à un moment donné, Voilà. voilà. C'est ça. Et donc, C'est ça. et tu sais, il y avait un message que je voulais dire et que j'avais dit même au président au soir de la Coupe d'Afrique quand on sort contre le Bénin. Il était, comme tout le monde, on était découragé, pas découragé, mais dégoûté, c'est le mot, parce qu'on se Ouais, dit, waouh, ça ouais, c'est dégueulasse ce qui nous est arrivé, il faut être honnête. Mais c'est le foot. Et c'est des voilà. choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Et, Tu regardes l'Algérie, exactement, tu regardes l'Algérie qui gagne cette Coupe d'Afrique et ils le méritent parce que au vu de ce qu'ils ont fait, ils ont fait le boulot. Tu regardes l'Algérie en 2015, on joue contre eux avec la Côte d'Ivoire et on joue, je crois, en quart de finale. C'est la meilleure équipe. Ils ont, je crois, pas perdu de match. C'est la meilleure équipe sur le papier et on est malmené. Et tu gagnes 3-1. On gagne 3-1 contre l'Algérie. Et ça a été resté là, tu vois. Et à chaque fois, tu avais un peu cette malédiction. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Et puis, ils vont la gagner en 2019 où, quand ils rentrent dans la compétition, ils ne sont pas hyper sereins en soi. Ils se disent, on a une belle équipe, mais voilà, tu vois. Et donc, il y a quoi? Il y a la continuité. Voilà, c'est la continuité. C'est le travail. Tu peux changer de sélectionneur, tu peux changer de staff. Quoi, je ne te parle pas de ça, je te parle de la continuité, le travail, la philosophie. oui, parce on Amener construit pas la une. chance aux joueurs. Voilà. Le métier de sélectionneur, et je suis d'accord avec toi, est très différent du métier d'entraîneur de club. Parce que le sélectionneur, il voit ses joueurs très peu de fois dans l'année finalement. Et donc pour C'est ça. travailler et avoir des résultats et progresser et les faire progresser, ça prend du temps. Et C'est c'est ça ça. que les gens, c'est-à-dire c'est une question, et je me permets de le dire, de maturité en fait sportive d'un peuple, de se dire qu'une défaite n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense que au Maroc, on a entre guillemets, moi c'est mon opinion, après celui qui la partage est libre de le faire ou pas, mais je pense qu'on est très catastrophiste en fait par rapport à notre approche du football et l'abattement qu'on a face à des défaites rend le reconditionnement pour aller chercher le match d'après très très difficile. Alors c'est peut-être un petit peu culturel, peut-être aussi que la pression qu'on se met à nous-mêmes par rapport à certaines situations. Je pense notamment par exemple à ce match contre l'Iran où on fait une domination totale contre une équipe ne joue, qui refuse le jeu. Et au final, sur un fait de jeu, quelque chose qui est très insignifiant, on finit par prendre ce but qui nous met dans des conditions difficiles. Portugal, on fait peut-être la meilleure mi-temps de l'histoire du Maroc de haut niveau et avec une ambiance, je pense que tu t'en souviens de ce match-là. J'aimerais bien que tu nous parles de ces deux matchs dans un premier temps et de nous dire un petit peu comment tu les as vécus et puis voilà, après c'était une expérience exceptionnelle. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Je te laisse parler. Ouais, tu as bien résumé. En fait, sur cette Coupe du Monde, tu es l'outsider et en fait, le message qu'on fait passer aux joueurs, c'est on ne part pas favori, mais par contre, on a notre mot à dire. Est-ce que tu me captes, tu es là? Ouais, parce que j'avais Ouais, l'impression que tu étais je suis parti. là. Voilà. C'est bon, c'est bon. Et Non, je suis donc, dans notre préparation, même les gens avaient un peu dit pourquoi vous avez choisi l'Ukraine, la Slovaquie et l'Estonie. En fait, quand on avait regardé un peu les équipes, l'Estonie, la dernière équipe avant le mondial, c'est celle qui ressemblait dans l'organisation à l'Iran, c'est-à-dire une équipe qui allait refuser un peu le jeu, qui allait nous prendre en compte avec du duel, avec de la personnalité. Et en fait, l'Ukraine, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est une équipe réputée en Europe, qui ressemblait plus au jeu de l'Espagne et du Portugal. Et la Slovaquie, si tu regardes en 2010, toutes les Coupes du Monde, toutes les compétitions, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc, on ne voulait ouais, pas tout à fait. s'approcher. Voilà. Donc, dans le choix, ce n'était pas un choix par défaut, on va dire. Il y avait quand même une recherche. Et puis, pour éviter trop de voyages à droite à gauche. Donc, c'était réfléchi. C'est pas comme si c'était quelque chose qui Non, bien tombait du sûr. ciel. Et puis, on démarre notre compétition à Saint-Pétersbourg, un stade merveilleux.
gonflé à bloc. Et je dirais que, tu vois, tu parlais du Portugal. Pour moi, la plus belle, pas mi-temps, mais on va dire les 25 premières minutes de l'Iran, pour moi, c'est exactement tout ce qu'on a demandé de mettre en place aux joueurs. Le pressing, la récupération haute, jouer sur les côtés, des centres, des occasions, des prises de risque, des frappes, un groupe solidaire. Pendant 25-30 minutes, c'est énorme. Pour moi, j'avais jamais entraîné une équipe qui m'avait donné autant de plaisir sur 25 minutes. Et puis, on prend un contre, et puis un deuxième. La Mounir fait 2 exploits. Et là, on commence à se mettre un peu la pression, à mettre le frein. Et c'est vrai qu'on s'est un peu crispé. Et puis, bon, après, voilà, on pousse, on frappe. Je me souviens des frappes de Ziyech, de Belanda. Il y a eu des situations de but. Et malheureusement, bon, voilà, Aziz est malheureux. Et puis voilà, je crois qu'il a été pardonné par tout le peuple marocain parce que ça arrive, c'est le football. Mais malgré ce, on garde espoir parce qu'on a la sensation d'avoir quand même montré un beau visage. Et puis voilà, après on se dit, on joue quand même le Portugal et l'Espagne, il faut pas, c'est des rendez-vous à pas louper parce que dans une carrière, en Coupe du Monde, jouer le Portugal et l'Espagne, ça n'arrive pas 100 fois dans la vie, quoi. Et je pense que les garçons ont bien répondu. L'ambiance de Loujniki Stadium avec 40, je crois 40 000, non, Badr, Ouais, combien c'est ça, vous 40 000, ouais. 40 000. je te promets, moi, si tu veux, j'ai jamais représenté mon pays France en tant qu'entraîneur, mais je me suis senti, je te promets, 200% de l'hymne. Je suis là, ils se remplissent de larmes tellement c'est fort. Je vois sur les grands écrans les Marocains qui sont en transe, qui sont en larmes, et ça nous a poussé. On fait une super mi-temps, et je pense que bon, tout le monde est d'accord à dire qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite, pas trop aidé aussi par le corps arbitral. Ça fait partie du jeu. Je dis que sur une carrière, une carrière de joueur, d'entraîneur et même d'équipe nationale, tout s'équilibre. Donc j'ai grande foi que, et peut-être qu'un jour on le dira, je le dis aujourd'hui, qu'un jour ça tourne en la faveur du Maroc pour des matchs de Coupe du Monde et qui se qualifie pour un deuxième tour, voire même mieux, parce que le Maroc le Ouais, mérite. Voilà. Mais je crois que ces 2 matchs du Portugal et de l'Espagne, c'était des beaux matchs où le Portugal, on a réussi à prendre le dessus sur eux dans le jeu, à imposer notre style. Et puis, je dirais que l'Espagne, les gamins ont vraiment, les gars, ils ont respecté les consignes. On n'allait pas avoir le ballon. On a dit, les gars, le joueur marocain aime avoir le ballon. Tu vois, s'il n'a pas le ballon, il est frustré, mais on a réussi à leur dire, si vous voulez avoir le ballon, à un moment donné, on va être puni. Donc, on reste en groupe. Par contre, groupés, mais on les presse sur des situations vraiment qu'on avait travaillées. Et puis, le but de Khalid Boutayeb en est l'exemple type. Après les coups de pied arrêtés, avec un Faisal Farge qui les tire divinement bien, une série qui monte à des hauteurs faramineuses. Voilà, on sentait qu'il y avait quand même une équipe en confiance, tu vois, qui était tout à fait. libérée, mais qui n'a pas eu la réussite. Mais je te promets, si jamais tu fais un résultat positif contre l'Iran et derrière, tu fais le même match contre le Portugal avec de la réussite, je suis pas sûr qu'on n'aille pas très loin dans cette compétition. Ah oui, moi j'en suis certain. J'en suis certain que si on avait eu un peu plus de chance et un arbitrage un peu plus correct, on aurait pu aller très loin dans cette compétition. Maintenant, je pense Bien que sûr. ce sera à force d'essayer qu'on y arrivera. Et c'est justement, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on se fasse éliminer, on reparte de zéro à chaque fois parce que c'est pas vrai. C'est ça. Parce qu'on part C'est toujours ça. sur des acquis. Et il faut se baser sur ces acquis pour construire l'avenir. Et ce que tu disais sur la continuité, c'est une réalité. Il faut avoir une vision à long terme. Il ne faut pas Bien qu'on ait sûr. des visions en fait à Bien sûr. court terme par rapport à tout ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai noté par rapport à ce que vous avez apporté tactiquement à cette équipe. Moi, je voudrais parler du positionnement de Boussoufa. Parce que c'est un joueur qui a un talent immense, qui a fait, je pense, une carrière bien en dessous de ce qu'il aurait mérité en termes de clubs dans lesquels il aurait pu jouer. Je parle en termes de carrière enfin, en club. Mais et je pense que vous avez trouvé le vrai rôle qui lui correspondait le mieux, en fait. C'est un joueur qui a beaucoup été sur les côtés depuis sa toute jeunesse, où il est formé à l'Ajax, à Chelsea. Et bon, il fait le choix d'aller à Lanzy pour rejoindre Eto'o à un moment. Alors, c'est un choix de carrière qui se respecte.
mais c'est un joueur qui, à mon avis, s'il avait eu ce repositionnement, je pense qu'il l'aurait valorisé s'il avait eu plus tôt. Alors, comment vous avez eu cette idée, en fait? C'est ça que je voudrais savoir. Tu sais, quand tu regardes les joueurs, quand on arrive, on fait un bilan de tous les joueurs qu'on a. Et quand tu arrives et qu'on te fait des listes, parce qu'on te donne plein de joueurs et tout, tu regardes. Et quand on se posait avec Hervé, eh ben, on se rendait compte qu'on disait on ne peut pas les faire tous jouer. Et en fait, la grosse caractéristique du joueur marocain, c'est qu'on a des joueurs sur les flancs capables de faire des différences à tout moment. Et des nombres de joueurs énormes. Et on s'est dit on ne peut pas tous les mettre. Et puis, nous, c'est quand même utile dans cette de monter d'abord l'ossature défensive. On savait qu'on avait agressif quand vous avez des Da Costa, des Romain Saïs, des Mehdi Benatia et puis même d'autres joueurs qui sont venus occuper ces postes de défenseurs centraux. On sentait qu'il y avait une certaine agressivité et il fallait trouver au milieu de terrain des joueurs capables de donner le tempo. Et en fait, moi, Boussoufa, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que c'est un compétiteur hors norme et qui aime prendre les responsabilités, il ne les fuit pas et surtout, il aime le ballon. Et on s'est dit, moi, un joueur de côté peut être frustré parce qu'il n'a pas toujours le ballon. Mais Boussoufa, au plus on y donne le ballon, au plus c'est comme au basket quand on dit, tu sais, c'est les player makers. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est un gars, 200 ballons ou à l'entraînement, c'est quelqu'un qui aime faire jouer. Et donc, c'est tout naturellement. Et on s'est rendu compte qu'en plus, malgré son gabarit pas évident, c'est un gars qui gagne les duels aériens, qui n'a pas peur du contact, qui a pas peur du contact, qui aime défendre, qui aime presser, qui récupère beaucoup de ballons, qui a une santé hors pair. Ben donc, ça nous a fait penser un peu à un N'Golo Kanté, tu vois, avec l'équipe de France, ou des gars qui sont là toujours présents, un Iniesta, un Xavi, des porteurs d'eau, tu vois. C'est-à-dire que cette équipe-là a réussi à développer un jeu de possession en se basant sur lui, sur Ahmadi et sur Belanda. Et en fait, c'est allié justement la capacité de récupération du ballon, le placement idéal, c'était le cœur de cette équipe-là. Et c'est pour ça que cette équipe avait l'air très très solide en fait sur le terrain. Et ça se voyait. Si tu veux, tout le monde s'est rendu compte qu'à un moment donné, ok, sur les côtés, on a des joueurs différents en plus. Quand tu as un Nordin Amrabat, c'est, voilà, je vais te dire, c'est l'image, c'est un tronc, c'est un Hercule, mais qui n'est pas maladroit aussi avec les pieds, capable de faire des centres, de marquer. Des Ziyech, des Faisal Farj qui peuvent jouer sur un côté, des Nesseri qui peuvent jouer en pointe sur les côtés. On a eu ces joueurs sur les côtés et en fait, tout naturellement, des Belanda, des Boussoufa, des El Amadi se sont dit ben, on est les pièces, en fait, on est les pièces maîtresses de ce système. Et tout le monde l'a reconnu. Donc, ils se sont sentis vraiment importants. Et je crois que dans une équipe nationale, quand tu sens que tu as une emprise, que ça y est, tu as une identité, ça y est, ton histoire est lancée, tu vois, donc tu te sens investi. Et je crois que même les remplaçants, je sais que pendant 1 ou 2 saisons, Faisal Farj qui faisait des super matchs, avoir plus de temps de jeu, mais au fond de que les gars qui faisaient le job le faisaient bien aussi. Donc, à lui quand il rentre, de faire la différence. Et souviens-toi, contre le Mali, c'est le Mali ou Sao Tomé, je ne sais plus, mais je crois que c'est le Mali, il rentre et il marque un super but avec une frappe à Rabat en pleine lucarne. Voilà. Donc, pas d'état d'âme. Je rentre, je fais mon match parce que je sais que le coach, il compte sur moi. Tu vois. Et donc, on sentait que chaque joueur avait sa place dans le groupe. Et le joueur qui rentrait, il savait pourquoi il rentrait, et ainsi de suite. Donc, sincèrement, hein, j'ai pris un pied grave avec cette équipe, mais vraiment, vraiment, vraiment. Nous aussi, en tout cas, sur la période où vous avez été là, je pense que les supporters marocains ont pris beaucoup de plaisir à la supporter, cette équipe, à croire en elle et à la porter dans les différentes compétitions où on a été. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu le joueur en fait qui t'a le plus marqué. Je sais que ça va être difficile de me dire tel ou tel, mais en gros,
quel joueur tu garderais emblématique de cette époque-là, au pluriel, hein, quand je dis quel joueur, et ensuite lesquels tu vois les plus prometteurs pour l'avenir, en fait, parmi ceux que tu as pu avoir dans ton équipe. Tu sais, si tu es un joueur, c'est toujours difficile et puis je crois que c'est manquer de respect pour tout le groupe. Mais si je te prends par ligne, si tu regardes nos gardiens de but, il y a toujours eu une concurrence saine entre Bonou et Mounir, tu vois. Après, tu avais Reda Tegnauti, tu as Zniti qui est venu avec un sourire merveilleux. Quand tu vois qu'un gamin comme lui vient faire la canne avec nous en sachant qu'il est quatrième gardien, c'est-à-dire qu'il ne la jouera pas. Mais il est venu alors qu'il aurait pu partir en vacances. Ça te montre l'état d'esprit des gardiens de but déjà. Et fait par Philippe Sens qui avait fait un super boulot. Mais un état d'esprit, Mounir jouait, je veux dire, tu avais même si c'est dur, je sais que Mounir aurait préféré jouer. C'est comme ça. Donc, des mecs super. Après, si tu regardes sur les côtés latéraux, tu avais des Nabil Dirar, tu avais des Hakimi, mais tu avais tellement de joueurs qui sont venus avec nous aussi. Donc, mais à chaque fois, c'était la mayonnaise qui prenait. C'est-à-dire qu'on savait que l'équipe type, tu avais Nabil et puis Hakimi, mais tu avais d'autres qui venaient qui faisaient le job, tu vois. Et donc, Ouais, la jeunesse et l'expérience. À chaque fois, Noussir Mezraoui, qui vient de l'Ajax, il ne se pose pas de questions. Il doit jouer à droite, il joue. Hakimi, il est droitier, il joue à gauche, il joue. Tu vois, son premier match avec l'équipe nationale, souviens-toi, c'est contre le Mali et il marque. Et il joue latéral gauche. Tu vois. Donc, très ouais, mais difficile. lui, par exemple, lui, c'est un peu, excuse-moi de te couper, mais lui, ça va être un des meilleurs arrière latéraux de l'histoire ou du foot, un truc de fou. Il est déjà où qu'il a. Euh, c'est le latéral qui va le plus vite. Il a c'est la latéral en Bundesliga qui va le plus vite. Tu sens qu'il a une certaine joie de jouer. Ça fait plaisir à voir. Mais que je te dise, que ce soit lui, Hamza Mendil, qui sortait de l'académie, qui est venu en 2017, sa première canne et il joue. Et il fait des super matchs. Donc, il y a un réservoir. Te citer un nom, c'est pas possible. Défenseurs centraux, tu vas prendre des Mehdi Benatia, tu prends un Romain Saïs, tu prends un Manu Dacosta, tu prends un Zouel Fedal, et j'en oublie. J'en oublie. Ils sont tous aptes à jouer. Après, c'est la personnalité du joueur. Un Benatia, il dégageait voilà, je pense qu'il n'a pas été jugé à sa réelle valeur. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un mec hors pair, professionnel, tu ne peux même pas imaginer, positif, qui ne pense pas à sa gueule, il pense toujours au groupe en premier, toujours. Porteur de son pays, meneur d'eau, il prend le relais quand tu vois que nous, on donne un message ou on gueule un peu, il va rajouter une couche. Et puis voilà, Manu Dacosta qui a une grosse personnalité, qui est un compétiteur. À l'entraînement, lui, il va venir en disant il faut s'entraîner dur. Romain Saïs qui est une super surprise parce que le mec, voilà, c'est le premier à dire, il sort de nulle part, il n'a pas fait de centre de formation et tout, puis il arrive, il fait un mondial. Hakim El Amadi, si j'ai envie de te donner l'image, c'est lui, c'est Karim, oui. la force. Parce que j'ai un peu cette personnalité. Tu vois, tu m'as pas trop vu durant ces 4 ans. Durant toute ma carrière, j'étais souvent un peu l'homme de l'ombre. Et Karim, c'est ça, quoi. Sur le terrain, c'est le porteur d'eau. Mais Karim, si tu mets une note sur 20 sur les 4 ans où j'étais là, c'est toujours 18. Il n'a jamais été mauvais. Je ne l'ai jamais vu mauvais, même à Moi l'entraînement. non plus. Non, Jamais. non, moi non plus. C'est Sur les matchs, en tout un mec, cas. tu vas à la guerre, tu sais que lui, tu vas pouvoir compter sur lui. Un Boussouba qui est le starter, l'élément de déclencheur. Un Belanda qui est un joueur d'exception aussi. Pareil, il n'est pas jugé à sa juste valeur. Parce que c'est un joueur qui fait jouer les autres, qui met du rythme, qui a du volume, qui ne crème pas, qui va au turbin, qui est technique. Voilà, Nordin Amrabat, Ouais, Hakim Ziyech, un d'accord. métronome. Je t'en passe. Eneseri qui va En, progresser. en fait, vous étiez une famille. Vous étiez comme une famille. Exactement. Tu sais, Et Tenzing, Ralid Boutayeb, je vais le chercher, je te promets, je vais voir Ajaccio, Marseille, en Corse. Ce gamin, il est de. Quand je dis gamin, pour moi, ce sont mes enfants, quoi, tu vois, bah oui, ou mes petits frères. Et ce gamin, il est de mon quartier, pas de mon quartier, mais il habite à 30 km de chez moi, hein, en France. On est originaire du sud de la France. Quand je vais le voir à Ajaccio, mais il me dit, coach, c'est mon rêve de jouer pour le Maroc. Et le gars,
il marque contre l'Espagne. Il marque 3 buts contre le Gabon, tu vois. Donc, voilà, c'est des gars qui ont marqué l'histoire du football marocain, quoi que tu dises. Tout à fait. Kahabi, son histoire magnifique. Je crois qu'il était menuisier, il joue en deuxième division au Exactement. Maroc. Il est venu en mobilette s'entraîner et il vient faire un mondial. Mais si toi, en tant que coach, tu n'es pas fier de ça, ben, il faut que tu arrêtes. Tu vois, moi, je suis fier de ça. C'est ça que je garde. C'est que Il le y a gamin, quoi? il fait une tchan et il est meilleur buteur, il part jouer. Et puis, tu le prends au mondial, il fait une Coupe du Monde, le gars. Il démarre le premier match contre l'Iran, il démarre la Coupe du Monde. Un an avant, tu ne sais même pas qui c'est. Et je te dis, j'en oublie encore. Et Nesseri qui va marquer contre l'Espagne. Et un but, Bah il oui. monte Sergio Ramos, Faisal Farge. Je te dis, j'en oublie et je ne veux pas en oublier parce que ça serait dommage d'en oublier. Non, c'est pas le but, c'est juste de voir un petit peu tes impressions et les souvenirs positifs que tu gardes de tout ce passage-là. Et pour nous aussi, de nous remémorer tous ces bons moments qui ont marqué en Bien sûr. fait notre histoire et notre football. Je Bien sûr. voudrais avant. Oui, Tu sais, je voulais juste rajouter un truc. Tu as, des records de battus. Tu joues le Cameroun chez toi, tu n'as jamais gagné le Cameroun. Tu le gagnes 2-0 à Casa. Tu te souviens? Euh, oui, Sofiane Bouffal qui rentre, il provoque le penalty et après c'est tout à parti, fait. 2 buts de Hakim Ziyech. Tu dis ça y est, on a battu le Cameroun pour la première fois de l'histoire du football marocain. Tu vas en Coupe d'Afrique, tu joues la Namibie, c'est dur, il fait très chaud, tu gagnes. Tu joues le deuxième match à Côte d'Ivoire, tu gagnes. Le troisième match, tu joues l'Afrique du Sud, tu n'as jamais gagné les Bafana Bafana dans l'histoire du football marocain, tu les gagnes. Tu finis premier de poule avec 3 victoires sur 3, c'est un record et tout. Alors certes, tu ne gagnes pas la CAN, c'est sûr. Programmé pour aller le plus loin possible. Mais c'est une certaine fierté que de te dire, voilà, on a réussi ces choses-là. Il te faut un peu plus de fraîcheur, peut-être, un peu plus de réussite, mais c'est beaucoup de fierté de te dire, voilà, on a quand même battu des petits records personnels pour amener cette équipe le plus loin possible. Bah, tout à fait, tout à fait. Alors avant de finir cette interview très passionnante, on pourrait rester des heures à parler de foot et Ouais, je sais, tu avais bien raison. C'est compliqué de faire court. Je voudrais te demander, en fait, par rapport à ta carrière à toi, c'est quoi, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui en tant que coach, en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire et plus globalement en tant qu'entraîneur. Voilà. Alors, je vais te faire une confidence, j'en avais déjà parlé dans le passé. J'avais 9 ans, je ne sais pas pourquoi, tu vas me demander, mais j'avais 9 ans. Je dis à mon père, papa, je veux faire 3 choses avec toi. Ascension du Mont Blanc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai 9 ans. Je veux faire le marathon de New York et je veux faire une Coupe du Monde. Et c'est chose faite. Tu vois, on avait fait le Mont Blanc en 2005-2006. J'ai fait le marathon de New York en 2011 avec lui. Et j'ai fait une Coupe du Monde où il m'a accompagné en Russie, tous les matchs. Et si tu veux, avec Hervé, notre aventure, c'était, il considère mon père comme son père. Et Hervé, c'est mon mentor. On a tout vécu ensemble. On a fait 6 Coupes d'Afrique, on a fait un Chan, on a fait une Coupe du Monde, on a fait tout ensemble. C'est 13 ans de collaboration. Mais je savais qu'un jour, ça allait s'arrêter. Il le savait aussi parce que lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai dit que mon objectif, c'était de devenir numéro 1 un jour et que je l'accompagnerais le plus longtemps possible tant que je me sens euh, toujours dans la progression. Je veux toujours. Et je me dis, voilà, si on fait une Coupe du Monde, si on fait la Coupe du Monde avec le Maroc en 2018, derrière, je crois que ce sera temps pour moi, j'aurai 40 ans, ça sera le moment pour moi de réellement me lancer dans une carrière de numéro 1. Parce que j'ai eu plein de propositions, je l'ai été en Zambie euh, pendant un an, j'avais décidé de venir en Côte d'Ivoire et d'arrêter d'être numéro 1 pour venir en Côte d'Ivoire avec Hervé. Ce n'était pas parce qu'on ne m'a pas proposé, on me proposait de rester. Mais j'avais la sensation d'aller en Côte d'Ivoire, et puis ça m'a donné raison, puisqu'on gagne la Coupe d'Afrique en 2015. Derrière, on va au LOSC, je connais la Ligue 1, je reviens au Maroc, on fait 2 Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde. Il était venu pour moi le temps, parce que le métier d'adjoint, je l'avais appréhendé de manière, je pense, globale. Et j'avais envie de connaître des émotions en tant que numéro 1. Et je l'avais dit à Hervé après la Coupe du Monde, je dis voilà Hervé, quoi qu'il arrive, je suis au Maroc,
on reste comme ça. Si tu pars, je veux continuer l'aventure. Ça sera au Maroc, je le souhaite. Si c'est pas au Maroc, je serai ouvert à toute proposition. Mais mon objectif, c'était de continuer. Et voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu de surprise. En fait, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. C'est un choix de carrière, c'est un plan de carrière. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est de revivre des émotions comme j'ai fait en numéro 2, mais en tant que numéro 1, des CAN, parce que faire des Coupes d'Afrique, je le souhaite à tout le monde. C'est des compétitions pleines de joie, de bonheur. On voit des enfants, des hommes, des femmes. C'est c'est plein d'émotions. J'aime beaucoup les Coupes d'Afrique. Et puis, bien sûr, revivre un mondial comme j'ai pu le vivre, parce que je crois que tout entraîneur, j'aimerais un jour aussi, si j'ai le talent, c'est le futur qui nous le dira, connaître la Champions League, parce que c'est le rêve d'entraîner un grand club. Pour moi, voilà, je suis entraîné les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est un pays merveilleux et je remercie les dirigeants de m'avoir accueilli les bras ouverts ici et de me donner pleine confiance. Écoute, on te souhaite beaucoup de réussite et merci beaucoup pour tout ce que tu as pu apporter au football marocain. Merci pour ces beaux souvenirs, merci pour ces belles victoires et merci pour ce voyage en Russie parce que si tu n'avais pas gagné ce match, moi je ne serais jamais allé dans ce pays. Donc magnifique d'ailleurs et je conseille à tout le monde d'y aller au-delà du football. Mais merci en tout cas pour cette interview, Patrick. C'est un grand plaisir. Juste vraiment, c'est pas attirer l'attention, mais ces 4 années passées au Maroc, je tiens vraiment à remercier tous les dirigeants, Sa Majesté, parce que d'un œil toujours avisé, il était toujours sur les résultats de l'Atlas. Il nous a donné toujours les moyens de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Les dirigeants, les joueurs, le peuple marocain qui nous a donné beaucoup d'amour. Et vraiment, c'est pas, tu sais, c'est pas des paroles en l'air. Je le dis souvent en Zambie aussi, j'ai fait 5 ans. Ce sont des pays qui m'ont marqué, où j'ai vécu de grandes choses et je me sens quelque part chez moi dans ces pays et le Maroc restera jamais gravé dans mon cœur. Ça, c'est une certitude. Tu es le bienvenu chez toi au Maroc. Tu reviens quand tu veux. Marhaba, comme on dit. Et merci beaucoup. Merci. Dima Margaret de mon côté et bon courage pour les éléphants. Et si on se revoit, ce sera l'occasion de remettre, disons, tout ça autour d'un match. Donc c'est intéressant. Avec grand plaisir. Salut. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.